Bonsoir à tous et bienvenue sur D8, sur ce canapé que vous connaissez bien, puisque c'est celui de Voyage au bout de la nuit. Je suis la lectrice qui va accompagner votre nuit ce soir, et une nuit placée sous le signe de la femme, puisque c'est avec une auteure, Madame de Staël, que nous poursuivons notre soirée et notre lecture de Corinne ou l'Italie. Alors, si vous ne connaissez peu ou pas vraiment cet auteur, eh bien, je suis là pour une séance de rattrapage. Madame de Staël, de son prénom Anne-Louise Germaine, est née le 22 avril 1766 et est partie le 14 juillet 1817 à Paris. C'est une romancière et essayiste française d'origine genevoise. Elle vient d'une grande famille de Genève et c'est la fille du banquier Jacques Necker. Vous connaissez peut-être évidemment l'hôpital Necker. Eh bien, c'est issu de son nom, et il sera également, son papa, ministre des Finances du roi Louis XVI. Rien que ça. Elle est élevée donc dans un milieu très intellectuel qui fréquente assidûment les salons de sa maman. Parmi eux, il y a beaucoup d'auteurs, Buffon, Marmontel, Grimm ou encore Edward Gibbon. Mais c'est avec une femme, donc Madame de Staël, que nous poursuivons notre soirée de lecture, Corinne ou l'Italie. Est-ce que vous connaissez ce roman? C'est celui de cette émission. Le roman de ce soir, eh bien, il évoque plusieurs pays. Il évoque la France, l'Angleterre et l'Italie. Nous venons de le commencer avec le livre premier. Nous avons fait la connaissance de Oswald, l'un des personnages de ce roman. Pas encore de Corinne. Corinne qui est en réalité Madame de Staël elle-même, et qui exprime son opinion, notamment sur l'indépendance de la femme. Et je cite, le droit pour une femme à exister en tant qu'écrivain. Elle avait d'ailleurs de nombreux amis écrivains, parmi eux Stendhal, qui qualifie d'elle la femme la plus extraordinaire qu'on ne vit jamais. Peut-être était-il amoureux, on ne sait pas. Chapitre premier, donc, livre premier, Oswald. Je reprends cette lecture. N'hésitez pas à réagir, vous le savez, #VBN. Il nommait 20 noms propres à Lord Nelvil, soit en France, soit en Angleterre, pour savoir s'il les connaissait, et racontait à cette occasion des anecdotes piquantes, avec une tournure pleine de grâce. Mais on eût dit à l'entendre que le seul entretien convenable pour un homme de goût, c'était, si l'on peut s'exprimer ainsi, le commérage de la bonne compagnie. Lord Nelvil réfléchit quelque temps au caractère du comte d'Herfeuil, à ce mélange singulier de courage et de frivolité, à ce mépris du malheur si grand, s'il avait coûté plus d'efforts, si héroïque, s'il ne venait pas de la même source qui rend incapable des affections profondes. Un Anglais, se disait Oswald, serait accablé de tristesse dans de semblables circonstances. D'où vient la force de ce Français? D'où vient aussi sa mobilité? Le comte d'Herfeuil, en effet, entend-il vraiment l'art de vivre? Quand je me crois supérieur, ne suis-je que mieux malade? Son existence légère s'accorde-t-elle mieux que la mienne avec la rapidité de la vie? Et faut-il esquiver la réflexion comme une ennemie, au lieu d'y livrer toute son âme? En vain, Oswald aurait-il éclairci ses doutes. Nul ne peut sortir de la région intellectuelle qui lui a été assignée, et les qualités sont plus indomptables encore que les défauts. Le comte d'Herfeuil ne faisait aucune attention à l'Italie et rendait presque impossible à Lord Nelvil de s'en occuper, car il le détournait sans cesse de la disposition qui fit admirer un beau pays et sentir son charme pittoresque. Oswald prêtait l'oreille autant qu'il le pouvait au bruit du vent, au murmure des vagues, car toutes les voix de la nature faisaient plus de bien à son âme que les propos de la société tenus au pied des Alpes, à travers les ruines et sur les bords de la mer. La tristesse qui consumait Oswald eut mis moins d'obstacles au plaisir qu'il pouvait goûter par l'Italie que la gaieté même du comte d'Herfeuil. Les regrets d'une âme sensible
peuvent s'allier avec la contemplation de la nature et la jouissance des beaux-arts. Mais la frivolité, sous quelque forme qu'elle se présente, ôte à l'attention sa force, à la pensée son originalité, au sentiment sa profondeur. Un des effets singuliers de cette frivolité était d'inspirer beaucoup de timidité à Lord Nelvil dans ses relations avec le comte d'Herfeuil. L'embarras est presque toujours pour celui dont le caractère est le plus précieux. La légèreté spirituelle en impose à l'esprit méditatif. Et celui qui se dit heureux semble plus sage que celui qui souffre. Le comte d'Herfeuil était doux, obligeant, facile en tout, sérieux seulement dans l'amour-propre et digne d'être aimé comme il l'aimait. C'est-à-dire comme un bon camarade des plaisirs et des périls. Mais il ne s'entendait point au partage des peines. Il s'ennuyait de la mélancolie d'Oswald, et par bon cœur autant que par goût, il aurait souhaité de la dissiper. « Que vous manque-t-il » lui disait-il souvent. « N'êtes-vous pas jeune riche ? Et si vous le voulez bien portant, car vous n'êtes malade que parce que vous êtes triste. Moi, j'ai perdu ma fortune, mon existence. Je ne sais ce que je deviendrai et, cependant, je jouis de la vie, comme si je possédais toutes les prospérités de la terre. Vous avez un courage aussi rare qu'honorable, répondit Lord Nelvil. Mais les revers que vous avez éprouvés font moins de mal que les chagrins du cœur. Les chagrins du cœur, s'écria le comte d'Herfeuil. Oh, c'est vrai, ce sont les plus cruels de tous. Mais encore faut-il s'en consoler, car un homme sensé doit chasser de son âme tout ce qui ne peut servir ni aux autres, ni à lui-même. Ne sommes-nous pas ici-bas pour être utiles d'abord et puis heureux ensuite ? Mon cher Nelvil, tenons-nous-en là. Ce que disait le comte d'Herfeuil était raisonnable dans le sens ordinaire de ce mot, car il avait à beaucoup d'égards ce qu'on appelle une bonne tête. Ce sont les caractères passionnés, bien plus que les caractères légers qui sont capables de folie. Mais loin que sa façon de sentir excita la confiance de Lord Nelvil, il aurait voulu pouvoir assurer au comte d'Herfeuil qu'il était le plus heureux des hommes pour éviter le mal que lui faisaient ses consolations. Cependant, le comte d'Herfeuil s'attachait beaucoup à Lord Nelvil. Sa résignation et sa simplicité, sa modestie et sa fierté lui inspiraient une considération dont il ne pouvait se défendre. Il s'agitait autour du calme extérieur d'Oswald. Il cherchait dans sa tête tout ce qu'il avait entendu dire de plus grave dans son enfance à des parents âgés afin de l'essayer sur Lord Nelvil. Et tout étonné de ne pas vaincre son apparente froideur, il se disait en lui-même « Mais n'ai-je pas de la bonté, de la franchise, du courage ? Ne suis-je pas aimable en société ? Que peut-il donc me manquer pour faire effet sur cet homme ? Et n'y a-t-il pas entre nous quelque malentendu qui vient peut-être de ce qu'il ne sait pas assez bien le français ?» Chapitre 4. Une circonstance imprévue accrut beaucoup le sentiment de respect que le comte d'Herfeuil éprouvait déjà presque à son insu pour son compagnon de voyage. La santé de Lord Nelvil l'avait contraint de s'arrêter quelques jours à Ancône. Les montagnes et la mer rendent la situation de cette ville très belle, et la foule de Grecs qui travaillent sur le devant des boutiques, assis à la manière orientale, la diversité des costumes des habitants du Levant qu'on rencontre dans les rues, lui donnent un aspect original et intéressant. L'art de la civilisation tend sans cesse à rendre tous les hommes semblables en apparence et presque en réalité. Mais l'esprit et l'imagination se plaisent dans les différences qui caractérisent les nations. Les hommes ne se ressemblent entre eux que par l'affection ou le calcul, mais tout ce qui est naturel est varié. C'est donc un petit plaisir, au moins pour les yeux, que la diversité des costumes. Elle semble promettre une manière nouvelle de sentir et de juger. Le culte grec, le culte catholique et le culte juif existent simultanément et paisiblement dans la ville d'Ancône.
Les cérémonies de ces religions diffèrent extrêmement entre elles. Mais un même sentiment s'élève vers le ciel dans ces rites divers, un même cri de douleur, un même besoin d'appui. L'Église catholique est au haut de la montagne et domine à pic sur la mer. Le bruit des flots se mêle souvent au chant des prêtres. L'église est surchargée dans l'intérieur d'une foule d'ornements d'assez mauvais goût. Mais quand on s'arrête sous le portique du temple, on aime à rapprocher le plus pur des sentiments de l'âme. La religion avec le spectacle de cette superbe mer sur laquelle l'homme jamais ne peut imprimer sa trace. La terre est travaillée par lui, les montagnes sont coupées par ses routes, les rivières se resserrent en canaux pour porter ses marchandises. Mais si les vaisseaux sillonnent un moment les ondes, la vague vient effacer aussitôt cette légère marque de servitude. Et la mer reparaît telle qu'elle fut au premier jour de la création. Lord Nelvil avait fixé son départ pour Rome au lendemain, lorsqu'il entendit pendant la nuit des cris affreux dans la ville. Il se hâta de sortir de son auberge pour en savoir la cause, et vit un incendie qui partait du port et remontait de maison en maison jusqu'au haut de la ville. Les flammes se répétaient au loin, dans la mer, le vent qui augmentait leur vivacité, agitait aussi leur image dans les flots, et les vagues soulevées réfléchissaient de mille manières les traits sanglants d'un feu sombre. Les habitants d'Ancône, n'ayant point chez eux de pompe en bon état, se hâtaient de porter avec leurs bras quelques secours. On entendait à travers les cris le bruit des chaînes, des galériens employés à sauver la ville qui leur servait de prison, les diverses nations du Levant, que le commerce attire à Ancône, exprimaient leur effroi par la stupeur de leurs regards. Les marchands, à l'aspect de leurs magasins en flammes, perdaient entièrement la présence d'esprit. Les alarmes pour la fortune troublent autant le commun des hommes que la crainte de la mort, et n'inspire par cet élan de l'âme, cet enthousiasme qui fait trouver des ressources. Les cris des matelots ont toujours quelque chose de lugubre et de prolongé, que la terreur rendait encore bien plus effrayant. Les mariniers, sur les bords de la mer Adriatique, sont revêtus d'une capote rouge et brune très singulière, et du milieu de ce vêtement sortait le visage animé des Italiens qui peignaient la crainte sous mille formes. Les habitants, couchés par terre dans les rues, couvraient leurs têtes de leurs manteaux, comme s'il ne leur restait plus rien à faire qu'à ne pas voir leur désastre. D'autres se jetaient dans les flammes sans la moindre espérance d'y échapper. On voyait tour à tour une fureur et une résignation aveugle, mais nulle part le sang-froid qui double les moyens et les forces. Oswald se souvint qu'il y avait 2 bâtiments anglais dans le port, et ces bâtiments ont à bord des pompes parfaitement bien faites. Il courut chez le capitaine et monta avec lui sur un bateau pour aller chercher ses pompes. Les habitants, qui lui virent entrer dans la chaloupe, lui criaient « Ah, vous faites bien, vous autres étrangers, de quitter notre malheureuse ville. »« Nous allons revenir, » dit Oswald. Ils ne le crurent pas. Il revint pourtant, établit l'une de ses pompes en face de la première maison qui brûlait sur le port, et l'autre vis-à-vis de celle qui brûlait au milieu de la rue. Le comte d'Herfeuil exposait sa vie avec insouciance, courage et gaieté. Les matelots anglais et les domestiques de Lord Nelvil vinrent tous à son aide, car les habitants d'Ancône restaient immobiles, comprenant à peine ce que ces étrangers voulaient faire et ne croyant pas du tout à leur succès. Les cloches sonnaient de toutes parts. Les prêtres faisaient des processions. Les femmes pleuraient en se prosternant devant quelques images de saints au coin des rues. Mais personne ne pensait au secours naturel que Dieu a donné à l'homme pour se défendre. Cependant, quand les habitants aperçurent les heureux effets de l'activité d'Oswald, quand ils virent que les flammes s'éteignaient et que leur maison serait conservée, ils passèrent de l'étonnement à l'enthousiasme.
Il se pressait autour de Lord Nelvil et lui baisait les mains avec un empressement si vif qu'il était obligé d'avoir recours à la colère pour écarter de lui tout ce qui pouvait retarder la succession rapide des ordres et des mouvements nécessaires pour sauver la ville. Tout le monde s'était rangé sous son commandement parce que, dans les plus petites comme dans les plus grandes circonstances, dès qu'il y a du danger, le courage prend sa place. Dès que les hommes ont peur, ils cessent d'être jaloux. Oswald, à travers la rumeur générale, distingua cependant des cris plus horribles que tous les autres qui se faisaient entendre à l'autre extrémité de la ville. Il demanda d'où venaient ces cris. On lui dit qu'ils partaient du quartier des Juifs. L'officier de police avait coutume de fermer les barrières de ce quartier le soir et, l'incendie gagnant de ce côté, les Juifs ne pouvaient s'échapper. Oswald frémit à cette idée et demanda à quel instant le quartier fut ouvert. Mais quelques femmes du peuple, qui l'entendirent, se jetèrent à ses pieds pour le conjurer de n'en rien faire. « Vous voyez bien, disait-elle, ô notre bon ange, que c'est sûrement à cause des Juifs qui sont ici que nous avons souffert cet incendie. Ce sont eux qui nous portent malheur. Et si vous les mettez en liberté, toute l'eau de la mer n'éteindra pas les flammes. » Et elle suppliait Oswald de laisser brûler les Juifs avec autant d'éloquence et de douceur que si elle avait demandé un acte de clémence. Ce n'étaient point de méchantes femmes, mais des imaginations superstitieuses, vivement frappées par un grand malheur. Oswald contenait à peine son indignation en attendant ces étranges prières. Il envoya 4 matelots anglais avec des haches pour briser les barrières qui retenaient ces malheureux, et ils se répandirent à l'instant dans la ville, courant à leurs marchandises au milieu des flammes, avec cette avidité de fortune qui a quelque chose de bien sombre quand elle fait braver la mort. On dirait que l'homme, dans l'état actuel, n'a presque rien à faire du simple don de la vie. Il ne restait plus qu'une maison au haut de la ville, que les flammes entouraient tellement qu'il était impossible de les éteindre, et plus impossible encore d'y pénétrer. Les habitants d'Ancon avaient montré si peu d'intérêt pour cette maison que les matelots anglais, ne la croyant point habitée, avaient ramené leurs pompes vers le port. Oswald lui-même, étourdi par les cris de ceux qui l'entouraient et l'appelaient à leur secours, n'y avait pas fait attention. L'incendie s'était communiqué plus tard de ce côté, mais y avait fait de grands progrès. Lord Nelvil demanda si vivement quelle était cette maison qu'un homme enfin lui répondit que c'était l'hôpital des fous. À cette idée, toute son âme fut bouleversée. Il se retourna et ne vit plus aucun de ses matelots autour de lui. Le comte d'Herefeuil n'y était pas non plus, et c'était en vain qu'il se serait adressé aux habitants d'Ancon. Ils étaient presque tous occupés à sauver ou à faire sauver leurs marchandises, et trouvaient absurde de s'exposer pour des hommes dont il n'y avait pas un qui ne fût fou sans remède. « C'est une bénédiction du ciel, disait-il, pour eux et pour leurs parents, s'ils meurent ainsi, sans que ce soit la faute de personne. » Pendant que l'on tenait de semblables discours autour d'Oswald, il marchait à grands pas vers l'hôpital et la foule qui le blâmait le suivait avec un sentiment d'enthousiasme involontaire et confus. Oswald, arrivé près de la maison, vit à la seule fenêtre, qui n'était pas entourée par les flammes, des insensés qui regardaient les progrès de l'incendie et souriaient de ce rire déchirant qui suppose ou l'ignorance de tous les maux de la vie, ou tant de douleur au fond de l'âme qu'aucune forme de la mort ne peut plus épouvanter. Un frissonnement inexprimable s'empara d'Oswald à ce spectacle. Il avait senti dans le moment le plus affreux de son désespoir que sa raison était prête à se troubler. Et depuis cette époque, l'aspect de la folie lui inspirait toujours la pitié la plus douloureuse. Il saisit une échelle qui se trouvait près de là. Il l'appuie contre le mur, monte au milieu des flammes
et entre par la fenêtre dans une chambre où les malheureux qui restaient à l'hôpital étaient tous réunis. Leur folie était assez douce que, dans l'intérieur de la maison, tous fussent libres, excepté un seul qui était enchaîné dans cette même chambre où les flammes se faisaient jour à travers la porte, mais n'avait pas encore consumé le plancher. Oswald, apparaissant au milieu de ces misérables créatures, toutes dégradées par la maladie et la souffrance, produisit sur elles un si grand effet de surprise et d'enchantement qu'il s'en fit obéir d'abord sans résistance. Il leur ordonna de descendre devant lui, l'un après l'autre, par l'échelle que les flammes pouvaient dévorer dans un moment. Le premier de ces malheureux obéit sans proférer une parole. L'accent et la physionomie de Lord Nelvil l'avaient entièrement subjugué. Un troisième voulut résister sans se douter du danger que lui faisait courir chaque moment de retard et sans penser au péril auquel il exposait Oswald en le retenant plus longtemps. Le peuple, qui sentait toute l'horreur de cette situation, criait à Lord Nelvil de revenir, de laisser ces insensés s'en tirer, comme il le pourrait. Mais le libérateur n'écoutait rien, avant d'avoir achevé sa généreuse entreprise. Sur les 6 malheureux qui étaient dans l'hôpital, 5 étaient déjà sauvés. Il n'en restait plus que le 6e, qui était enchaîné. Oswald détache ses fers et veut lui faire prendre pour échapper les mêmes moyens qu'à ses compagnons. Mais c'était un pauvre jeune homme, privé tout à fait de la raison et se trouvant en liberté après 2 ans de chaîne. Il s'élançait dans la chambre avec une joie désordonnée. Cette joie devint de la fureur lorsque Oswald voulut le faire sortir par la fenêtre. Lord Nelvil, voyant alors que les flammes gagnaient toujours plus la maison et qu'il était impossible de décider cet insensé à se sauver lui-même, le saisit dans ses bras, malgré les efforts du malheureux qui luttait contre son bienfaiteur. Il l'emporta sans savoir où il mettait les pieds. Tant la fumée obscurcissait sa vue, il sauta les derniers échelons au hasard et remit l'infortuné qui l'injuriait encore à quelques personnes, en leur faisant promettre d'avoir soin de lui. Oswald, animé par le danger qu'il venait de courir, les cheveux épars, le regard fier et doux, frappa d'admiration et presque de fanatisme la foule qui le considérait. Les femmes surtout s'exprimaient avec cette imagination qui est un don presque universel en Italie et prête souvent de la noblesse au discours des gens du peuple. Elles se jetaient à genoux devant lui et s'écriaient « Vous êtes sûrement Saint-Michel, le patron de notre ville. Déployez vos ailes, mais ne vous quittez pas. Allez là-haut sur le clocher de la cathédrale pour que de là, toute la ville vous voie et vous prie. » « Mon enfant est malade, disait l'une. Guérissez-le. »« Dites-moi, disait l'autre, où est mon mari, qui est absent depuis plusieurs années ?» Oswald cherchait une manière de s'échapper. Le comte d'Herfeuil arriva et lui dit en lui serrant la main « Cher Nelvil, il faut pourtant partager quelque chose avec ses amis. C'est mal fait de prendre ainsi pour soi tous les périls. »« Tirez-moi d'ici, » lui dit Oswald à voix basse. Un moment d'obscurité favorisa leur fuite et toutes les deux en hâte allèrent prendre des chevaux à la poste. Lord Nelvil éprouva d'abord quelque douceur par le sentiment de la bonne action qu'il venait de faire. Mais avec qui pouvait-il en jouir maintenant que son meilleur ami n'existait plus? Malheur aux orphelins. Les événements fortunés aussi bien que les peines leur font sentir la solitude du cœur. Comment en effet remplacer jamais cette affection née avec nous, cette intelligence, cette sympathie du sang, cette amitié préparée par le ciel entre un enfant et son père? On peut encore aimer, mais confier toute son âme est un bonheur qu'on ne retrouvera plus.
Et nous poursuivrons avec un nouveau chapitre dès notre prochain rendez-vous ensemble. Ce sera le chapitre 5 du livre premier Oswald, extrait de Corinne ou l'Italie de Madame de Staël. Madame de Staël, auteure du tout début du 19e, qui était reconnue notamment par Stendhal et Napoléon. En tout cas, c'est un plaisir de vous faire découvrir pour une fois un roman d'une auteure féminin. C'est vrai qu'à 80% ici sur D8, on lit quand même des œuvres de chers messieurs. Mais c'est un plaisir pour moi de vous faire partager Madame de Staël ce soir. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été en ma compagnie. Alors, si vous voulez revoir ces émissions en replay, c'est possible sur le site d8.tv. Vous pouvez également réagir sur l'émission avec le hashtag VBN en nous envoyant vos coups de cœur, vos impressions et un compte-rendu global de l'émission Voyage au bout de la nuit avec le hashtag VBN sur Twitter. Vous pouvez vous adresser à moi avec le @VicMontfort et puis sur Facebook, nous avons une page pro pour Voyage au bout de la nuit. Vous connaissez le principe. Merci à vous pour votre fidélité à l'émission. Je vous embrasse très fort et à très vite sur ce canapé de VBN.